Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. Il arrive parfois que le fonctionnement habituel des institutions soit sensiblement modifié. Certains événements retiennent l'attention, non pas en raison de leur issue immédiate, mais plutôt parce qu'ils redéfinissent les débats formels au sein du système politique. C'est le cas ici, le 14 décembre 2025, lors d'une séance plénière de la Chambre des représentants des États-Unis, un épisode suffisamment inhabituel s'est produit, pour être immédiatement perçu comme un écart par rapport au fonctionnement habituel de la Chambre. Au cours d'une session prévue pour traiter de questions législatives ordinaires, le représentant Al Green, démocrate du Texas, a utilisé son temps de parole en séance plénière pour présenter une résolution demandant l'ouverture d'une nouvelle procédure de destitution contre le président Donald Trump. Cette initiative n'avait pas été annoncée au préalable par la direction du parti, ne résultait pas d'un rapport de commission et n'était pas non plus liée à un calendrier préalablement négocié entre les groupes parlementaires. Elle a été présentée de manière directe, en séance publique, devant une assemblée plénière comble et sous transmission officielle, ce qui a conféré à cet acte un poids institutionnel immédiat. Le contenu de l'intervention s'est également écarté de la norme attendue pour ce moment législatif. Green a structuré son discours comme une exposition systématique des comportements présidentiels qui, selon son interprétation, dépasseraient les limites constitutionnelles de la fonction. Ce faisant, elle a relié différents épisodes survenus au cours des mois précédents, notamment des décisions de l'exécutif dans le domaine de la politique étrangère, des conflits avec des organes de contrôle internes et des déclarations publiques du président à l'encontre de ses adversaires politiques. La présentation ne s'est pas limitée à un argument politique générique, mais a fait appel à des fondements juridiques spécifiques, citant des dispositions constitutionnelles et des lois fédérales qui régissent l'exercice du pouvoir présidentiel. Ce choix a donné au discours un ton plus formel, le rapprochant d'un acte d'accusation institutionnel. La réaction en séance plénière a été immédiate et a révélé le caractère atypique du moment. Les parlementaires républicains ont interrompu le déroulement prévu des travaux pour articuler une réponse procédurale rapide, tandis que les démocrates ont commencé à se manifester de manière plus visible dans les bancs. Peu après la fin du discours, la direction républicaine a déclenché le mécanisme de classement par vote, un instrument réglementaire qui permet de mettre fin à l'examen d'une proposition sans qu'elle ne soit soumise à l'analyse des commissions ou à des débats prolongés. Le recours à cette mesure, pendant la même session, a indiqué que la résolution pourrait avoir des effets politiques importants si elle restait en circulation législative plus longtemps. Avant d'être officiellement classée, la proposition a toutefois été soumise à un vote préliminaire. À ce moment-là, 140 députés démocrates ont voté en faveur de la poursuite de la résolution. Ce nombre n'était pas suffisant pour modifier le résultat final, compte tenu du contrôle républicain de la Chambre. Mais l'enregistrement de ces votes a été intégré aux annales officielles de la Chambre. Il s'agit d'une donnée objective et vérifiable qui a marqué cet épisode comme étant plus qu'une simple manifestation individuelle. Ce soutien significatif a montré que l'initiative ne se limitait pas à une position isolée, mais trouvait un écho important au sein de l'un des deux principaux partis du Congrès. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui a été décidé lors de ce vote spécifique. La présentation de la résolution s'est déroulée dans un contexte institutionnel déjà tendu par d'autres événements parallèles. Les jours précédents, les déclarations publiques d'un important bailleur de fonds de la campagne présidentielle avaient introduit un élément supplémentaire d'instabilité politique, en défendant ouvertement le remplacement du président par son vice-président, J.D. Vance,
et en suggérant la possibilité de créer un nouveau parti politique. Bien que ces déclarations n'aient aucun lien formel avec l'initiative présentée à la Chambre, leur coïncidence temporelle a renforcé le sentiment que le système politique traversait une période de réorganisation inhabituelle. En outre, le discours de Green faisait référence à des décisions récentes de l'exécutif qui faisaient l'objet d'un débat juridique en dehors du Congrès, notamment l'utilisation de pouvoirs militaires sans autorisation législative explicite et des litiges concernant les obligations légales de transparence. En portant ces questions devant l'Assemblée plénière, le député les a inscrites au registre officiel du pouvoir législatif, transformant ainsi les controverses en cours en une question officiellement reconnue par le Congrès. Cette initiative a conféré à l'épisode un caractère documentaire qui dépasse son efficacité immédiate, puisque les discours et les votes de ce type font désormais partie de l'historique institutionnel utilisé par les chercheurs, les juristes et les parlementaires eux-mêmes dans les débats futurs. À la fin de la session, la résolution a été classée et la routine législative a repris. Aucune commission spéciale n'a été mise en place, aucun calendrier de destitution n'a été approuvé et aucune conséquence procédurale automatique n'a suivi. Néanmoins, cet épisode est resté un point hors norme dans le calendrier politique de ce mois-là, non pas en raison de son issue qui a suivi les rapports de force déjà connus, mais en raison de la manière dont un ensemble de tensions institutionnelles dispersées ont convergé en une seule journée et en un seul espace vers le centre de la salle plénière de la Chambre des représentants. La signification plus large de ce mouvement n'était pas encore définie à ce moment-là, mais son occurrence indiquait déjà que le débat sur la responsabilité présidentielle avait dépassé le domaine abstrait et occupait à nouveau le registre formel des institutions. À partir de là, cet épisode a été interprété non seulement comme un geste isolé d'un parlementaire expérimenté, mais aussi comme s'inscrivant dans une convergence institutionnelle plus large qui s'était formée au cours des mois précédents. Pour comprendre pourquoi cette initiative a immédiatement attiré l'attention, il faut la replacer dans le contexte des mécanismes réglementaires de la Chambre des représentants et des précédents historiques qui régissent le recours à la procédure de destitution dans le système politique américain. Contrairement aux motions ou aux discours de dénonciation sans effet procédural, la présentation formelle d'une résolution de destitution déclenche une série d'enregistrements institutionnels qui ne dépendent pas de son succès immédiat. Même lorsqu'elle est classée, elle établit des positions formelles, des votes nominatifs et des fondements juridiques qui sont intégrés au fonds documentaire du Congrès. C'est dans ce contexte que le rôle joué par Al Green prend une signification supplémentaire. Green n'est pas un acteur épisodique dans ce type d'initiative. Depuis 2017, il utilise la plénière de la Chambre comme espace pour soutenir que certains comportements présidentiels dépassent le domaine de la discorde politique et entrent dans la sphère de la responsabilité constitutionnelle. Au fil des ans, ces résolutions ont été systématiquement rejetées ou classées, souvent avec un soutien limité au sein même du Parti démocrate. Ce qui différencie l'épisode de décembre 2025, c'est le degré d'adhésion enregistré avant le classement, suggérant un changement dans la disposition interne du groupe démocrate à assumer publiquement ce type de position. Le vote, qui a réuni 140 parlementaires favorables à la poursuite de la résolution, n'a pas eu d'effet immédiat sur le maintien du président dans ses fonctions, mais il a constitué un marqueur politique important. Sur le plan réglementaire, il a contraint les députés à se positionner nominalement, ce que les dirigeants républicains ont cherché à éviter en recourant rapidement aux mécanismes de classement. Sur le plan politique, elle a signalé qu'une partie importante de l'opposition considérait désormais comme acceptable le coût institutionnel d'associer son nom à une procédure de destitution, même face à la certitude d'une défaite à court terme. Ce changement de calcul aide à expliquer pourquoi cet épisode a été interprété comme quelque chose de plus que de la rhétorique. Cette convergence est également liée au débat juridique qui gagnait du terrain en dehors de l'hémicycle. L'un des axes centraux mentionnés par Green concerne l'utilisation des pouvoirs militaires par l'exécutif
sans l'autorisation explicite du Congrès, un sujet réglementé à la fois par la Constitution et par le War Powers Act. La discussion sur les limites de l'autorité présidentielle dans les opérations militaires n'est pas nouvelle. Mais elle prend une tournure différente lorsqu'elle est associée à des actions récentes et officiellement inscrites au registre législatif. Ce faisant, le Congrès ne résout pas la controverse à ce moment-là, mais établit qu'elle fait l'objet d'un différend institutionnel légitime, soumis à des interprétations juridiques concurrentes. Un autre élément qui aide à comprendre l'attention accordée à cet épisode est l'accumulation de controverses parallèles concernant la transparence gouvernementale, le respect des décisions judiciaires et les conflits entre l'exécutif et les organes de contrôle. Aucun de ces facteurs, pris isolément, n'explique l'initiative présentée en séance plénière. Cependant, lorsqu'ils sont articulés dans un même discours et insérés dans une résolution formelle, ils sont interprétés comme faisant partie d'un schéma que certains parlementaires jugent pertinent pour l'évaluation constitutionnelle. C'est précisément cette articulation qui transforme des événements dispersés en un débat institutionnel intégré. Le contexte politique plus large a également contribué à cette interprétation. À quelques mois des élections de mi-mandat, tant les démocrates que les républicains ont commencé à calibrer leur stratégie législative en accordant une attention redoublée à la manière dont leur vote et leur position seraient interprétés par les électeurs et les analystes. Dans ce contexte, la décision de soutenir ou non l'avancement d'une résolution de destitution a cessé d'être un simple choix procédural et a pris des implications électorales et historiques. La volonté de 140 parlementaires de prendre ce risque suggère qu'une partie de l'opposition estime que le débat sur la responsabilité institutionnelle peut avoir un poids politique suffisant pour justifier cette exposition. Cette convergence aide à comprendre pourquoi l'épisode ne s'est pas terminé au moment du classement. Même sans avancer formellement, la résolution a servi de point de jonction entre les fondements juridiques, les stratégies politiques et les archives historiques. Elle a relié les débats sur les pouvoirs présidentiels, les précédents en matière de destitution et la dynamique électorale en un seul geste institutionnel. C'est précisément cette intersection qui explique pourquoi les analystes ont commencé à considérer le discours et le vote comme un signe de reconfiguration du débat au Congrès, même si ses effets restent à ce stade indéterminés. À partir de cette clé de lecture, l'épisode a été examiné par des observateurs institutionnels sous de multiples interprétations, sans qu'un consensus ou une compréhension définitive ne se dégage. L'une des lectures les plus récurrentes met en évidence la composante stratégique de l'initiative, en considérant que la présentation de la résolution et l'enregistrement nominal des votes remplissent la fonction de constituer une mémoire institutionnelle. Dans cette perspective, même si la procédure de destitution n'aboutit pas à court terme, la formalisation des accusations, des fondements juridiques et des positions individuelles des parlementaires génère un ensemble de documents qui pourra être utilisé à l'avenir, que ce soit dans de nouveaux cycles législatifs, dans des analyses historiques ou dans d'éventuels litiges judiciaires liés à la conduite présidentielle. Ainsi, la signification de ce geste ne serait pas liée à son efficacité immédiate, mais à sa capacité à produire des registres officiels et à établir des précédents susceptibles d'être mobilisés ultérieurement. Une autre interprétation également présente dans le débat souligne les limites structurelles de ce type d'initiative dans un congrès marqué par la division partisane. Les analystes qui adoptent cette approche font valoir que le contrôle républicain de la Chambre des représentants établit une limite concrète à l'efficacité des résolutions de cette nature, indépendamment du nombre de voix obtenues par l'opposition. De ce point de vue, l'utilisation répétée de l'instrument de la destitution dans des contextes de corrélation des forces défavorables pourrait vider son impact politique et renforcer la perception d'un blocage institutionnel, sans générer d'effets significatifs sur l'action du pouvoir exécutif. Cette lecture n'ignore pas l'importance de l'épisode, mais remet en question sa capacité à modifier des trajectoires politiques déjà consolidées.
Certaines analyses situent cet épisode dans un processus plus large de réévaluation du rôle du Congrès dans la limitation du pouvoir présidentiel. Pour ces observateurs, l'initiative présentée par Al Green représente une tentative de réactiver les mécanismes traditionnels de contrôle législatif, dans un environnement où d'autres instruments, tels que les enquêtes formelles et les audiences publiques, se heurtent à des résistances procédurales ou à des obstacles politiques. Dans ce contexte, la destitution n'est plus considérée exclusivement comme un objectif final, mais comme un outil de pression institutionnelle capable de maintenir certains comportements sous le regard continu du public. Le succès de cette stratégie dépendrait toutefois de facteurs externes à cet épisode spécifique, notamment des décisions judiciaires, d'éventuelles révélations supplémentaires et de la volonté d'autres acteurs politiques de soutenir le débat dans la durée. Les conséquences potentielles de l'épisode sont également évaluées de manière conditionnelle. Certains analystes soulignent que le fait d'avoir obtenu 140 voix favorables pourrait influencer les comportements futurs au sein du pouvoir législatif, en rendant plus acceptable l'idée que les contestations constitutionnelles à l'encontre du pouvoir exécutif font partie du débat politique légitime, même lorsqu'il n'y a pas d'espoir immédiat de progrès. D'autres, en revanche, avertissent que cette initiative pourrait renforcer les lignes de polarisation existantes en stimulant des réponses défensives tant de la part de l'exécutif que de sa base au Congrès, ce qui pourrait restreindre les marges de négociation sur d'autres agendas législatifs. Dans les deux cas, il s'agit d'hypothèses qui dépendent d'évolutions encore incertaines. Le comportement du président Donald Trump après cet épisode a également fait l'objet d'évaluations divergentes. Pour certains observateurs, les réactions publiques et les efforts visant à disqualifier l'initiative indiqueraient une préoccupation quant à la consolidation d'un discours de contestation institutionnelle récurrent. Pour d'autres, ces réponses s'inscrivent dans un schéma déjà connu de confrontation rhétorique, sans impact direct sur les décisions stratégiques de l'exécutif. À ce jour, il n'y a pas suffisamment d'éléments pour déterminer laquelle de ces interprétations tente à se confirmer, ou si les deux continueront à coexister sans produire de changements substantiels. Le scénario qui se dessine reste donc ouvert. L'épisode qui s'est produit en décembre 2025 n'a pas immédiatement modifié l'équilibre des pouvoirs au Congrès, ni entraîné de conséquences procédurales automatiques. Sa signification semble résider moins dans les décisions prises que dans les éléments qui ont été mis en circulation dans le débat institutionnel. Les interprétations controversées reflètent des conceptions différentes du rôle de la destitution, des limites de l'action législative et des mécanismes de responsabilisation présidentielle dans un système politique profondément polarisé. L'impact durable de ce mouvement dépendra des décisions futures, de l'évolution d'autres processus en cours, et de la manière dont le Congrès, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif répondront à cette accumulation de registres formels et de questions institutionnelles. En attendant que ces développements se concrétisent, cet épisode reste un point d'inflexion dans le débat, révélateur des tensions actuelles, plutôt qu'indicatif d'une issue déjà définie.